On s'en sert tous les jours, mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nos ordinateurs? Derrière l'écran, il y a tout un univers de logique, de vitesse. C'est assez fascinant. Allez, dans les prochaines minutes, on va plonger au cœur de la machine, histoire de démystifier un peu tout ça. Alors, pour commencer ce voyage, regardons d'où on vient. Ça, c'est l'ENIAC, l'un des tout premiers ordinateurs. Imaginez un peu le tableau. Une machine de 30 tonnes qui prend une pièce entière. Oui, une pièce entière. C'est de ce monstre de métal qu'on est parti. Et comprendre ça, c'est la première étape pour saisir l'incroyable révolution qui a permis de mettre toute cette puissance dans notre poche. Et ce passage des géants aux puces, ça s'est fait à une vitesse absolument folle. Pour vraiment comprendre comment on en est arrivé là, rien de tel qu'un petit retour en arrière, une brève histoire de cette évolution fulgurante. En fait, on peut résumer toute cette course technologique en 5 grandes étapes, 5 générations. Chacune a été marquée par une invention qui a tout changé. Ça a commencé en 1946 avec les tubes à vide. Puis, hop, les transistors, suivis des circuits intégrés, des microprocesseurs, et pour finir, les systèmes intelligents qu'on utilise aujourd'hui. Et voilà le premier vrai bond de géant. D'un côté, le tube à vide, c'était gros, ça cassait tout le temps et ça consommait une énergie folle. Et de l'autre, le transistor. Ce changement, c'était pas juste une amélioration, c'était une révolution. Ça a permis de faire des ordinateurs beaucoup plus petits, bien plus rapides et surtout infiniment plus fiables. Mais attention, la révolution ne s'est pas arrêtée là, loin de là. L'étape d'après, c'était quoi? Ça a été de graver non pas un, mais des milliers puis des millions de ces transistors sur une toute petite plaque de silicium. C'est ça la naissance du circuit intégré. Et c'est vraiment à ce moment-là que la puissance d'une pièce entière a commencé à tenir littéralement dans le creux de la main. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est simple. Le rythme de cette évolution a été, vertigineux. C'est vraiment l'une des accélérations technologiques les plus dingues de toute l'histoire humaine. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est que malgré cette révolution matérielle incroyable, le plan de base, l'architecture d'un ordinateur, elle n'a quasiment pas bougé. C'est assez fou, non? Et cette idée de génie, on la doit à un homme, John von Neumann. Imaginez, dès 1946, il a dessiné une architecture, un plan si brillant qu'il est encore aujourd'hui à la base de presque tous les ordinateurs qu'on utilise. Son modèle, en fait, est d'une simplicité géniale. Il y a 3 grands blocs. D'abord, l'unité centrale, on va dire que c'est le cerveau. Ensuite, la mémoire principale, son bureau, son espace de travail. Et enfin, des interfaces d'entrée et sortie pour communiquer avec le monde extérieur. Et tout ça, c'est connecté par des sortes d'autoroutes de l'information qu'on appelle des bus. Bon, maintenant qu'on a le plan d'ensemble, allons voir d'un peu plus près les 2 parties les plus importantes de ce modèle, le cerveau et sa mémoire. Le CPU, donc, ou unité centrale de traitement, c'est vraiment le chef d'orchestre de la machine. C'est lui qui va lire les instructions d'un programme, qui va faire tous les calculs et qui s'assure que chaque composant fait bien son travail et au bon moment. C'est le boss. Évidemment, pour fonctionner, ce cerveau a besoin de mémoire. Et là, il y en a principalement 2 types. D'un côté, il y a la RAM, la mémoire vive. Pensez-y comme la mémoire à court terme, super rapide, super accessible, mais elle oublie tout dès qu'on éteint l'ordinateur. De l'autre côté, il y a la ROM, la mémoire morte. Ça, c'est la mémoire à long terme. Elle contient les instructions de base pour démarrer la machine, et ça, elle ne l'oublie jamais. Et voilà comment le puzzle s'assemble. La RAM et la ROM ne travaillent pas toutes seules dans leur coin. Non, elles sont en dialogue permanent avec le CPU grâce à ces fameux bus. C'est cette conversation ultra rapide entre le cerveau et la mémoire qui, au final, donne vie à l'ordinateur. Ok, donc on a le matériel, on a le plan, mais ça nous amène à une question essentielle. Comment est-ce que des bouts de métal et de silicium peuvent réellement penser, ou en tout cas traiter de l'information complexe? C'est là qu'est toute la magie, si on veut, de l'informatique. Comment de simples circuits électriques peuvent-ils représenter un poème, une chanson ou la photo du petit dernier? La réponse est presque décevante de simplicité. Toute l'information, absolument tout, aussi complexe qu'elle soit, est traduite dans un langage qui n'a que 2 symboles. 2, c'est tout. Nous, on a l'habitude de compter en base 10, avec nos 10 chiffres de 0 à 9. L'ordinateur, lui, il ne connaît qu'une seule langue, le binaire. Une langue avec seulement 2 lettres, 0 et 1, c'est ça la langue maternelle de tout l'univers numérique. D'accord, mais concrètement, comment nos idées, nos chiffres, nos mots se transforment en une suite de 1 et de 0? C'est le moment de décoder ce langage un peu secret. En fait, la conversion de nos nombres en binaire, ça suit une logique mathématique assez simple. Le principe, c'est que n'importe quel nombre peut être décomposé en une série de divisions par 2, ce qui nous donne une suite unique de 0 et de 1. Prenons un exemple, le nombre 143. Pour nous, c'est juste 143. Pour un ordinateur, c'est 1 0 0 1 1 1 1. Et c'est comme ça pour tout.
Chaque nombre, chaque lettre, chaque pixel de chaque image a son propre code binaire. C'est son identité numérique en quelque sorte. Et ce système binaire, c'est vraiment la base de tout. C'est la pierre sur laquelle sont construits tous les autres langages informatiques. On prend des groupes de C0 et de C1, on appelle ça des bits, on les assemble et on commence à créer des instructions de plus en plus complexes. Le point le plus important à retenir, c'est vraiment ça. Toute la complexité, toute la richesse de notre monde numérique, des jeux vidéo les plus fous à l'intelligence artificielle, tout ça est bâti sur l'idée la plus simple qui soit. Un interrupteur. Allumé ou éteint. Un 1 ou un 0. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse pour la fin. Si on a réussi à construire des mondes aussi complexes à partir d'une idée aussi basique, et que la technologie, on le voit bien, continue d'accélérer, qu'est-ce qui nous attend? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui viendra après les 1 et les 0?